Je n'ai jamais cru aux grands gestes. Je croyais aux détails. Ce soir-là, la lumière de fin d'après-midi s'étirait sur les murs comme une étoffe blonde, une lumière de septembre douce et déjà un peu triste. Dans la cuisine, tout semblait tenir sur un fil, le silence du réfrigérateur, la pendule qui n'avait jamais chuchoté, l'odeur de beurre qui monte d'une poêle et vous promet une paix domestique, une paix que j'avais confondue avec l'amour. 25 ans. Je les prononçais dans ma tête comme on caresse une porcelaine ancienne avec précaution. 25 ans de mariage. Et moi, Claire, devenue l'archiviste de nos habitudes, la restauratrice de nos journées. Je repassais la nappe, lentement. Le tissu blanc s'aplanissait sous la vapeur et je pensais à toutes les phrases que j'avais lissées au fil du temps, celles qu'on ravale pour ne pas faire de vagues, celles qu'on avale avec un sourire quand on sent, au fond, que quelque chose se fissure. Je posais la nappe sur la table et je la tirais avec cette précision ridicule des femmes qui veulent croire qu'un angle parfait peut sauver un couple. Au centre, j'avais choisi des roses blanches. Pas rouges, blanches, blanches. Comme une promesse propre, comme une excuse aussi. Je coupais les tiges, j'épongeais les feuilles, je cherchais le vase le plus simple. Marc disait souvent que je compliquais tout avec mes mises en scène. Il ne comprenait pas que, pour moi, c'était l'inverse. J'essayais de donner une forme au temps qui passe, de le rendre supportable. Le four chauffait, le gratin attendait. J'avais même pris cette bouteille qu'on gardait pour une occasion. La poussière sur le goulot me fit sourire. Je la frottais avec un torchon, comme si je polissais un souvenir. Sur le dossier d'une chaise, j'avais accroché ma robe. Une robe sobre, un bleu profond, rien d'extravagant. Je m'étais regardée dans le miroir de l'entrée et j'avais vu une femme de plus de 50 ans qui tentait encore d'être la version présentable d'elle-même. Une femme qui avait appris à se tenir droite quand le cœur s'affaisse, à parler doucement quand on a envie de hurler. Je m'étais maquillée avec parcimonie, un peu de rouge à lèvres, juste pour me rappeler que j'avais une bouche à moi, pas seulement une bouche pour dire oui, d'accord, comme tu veux. Et dans ce calme organisé dans cette nappe, ces roses, cette bouteille, je me répétais que ce soir serait un petit refuge, une cérémonie privée, un point d'ancrage. Marc devait rentrer à 19h. À 19h05, j'entendis enfin la clé, le bruit métallique dans la serrure, net, sans hésitation, toujours sûr de lui. Je gardais le dos tourné, un instant, comme pour retarder ce moment où le réel entre dans la pièce. Je respirais et je me retournais avec mon sourire déjà prêt, ce sourire automatique qui fait croire aux autres et parfois à soi que tout va bien. Il était là, dans l'encadrement de la porte. Pas de fleurs, pas même ce regard un peu tendre qu'il faisait autrefois quand il me voyait en effort. Il tenait une mallette en cuir, une mallette de travail, lisse, impeccablement fermée, comme un verdict. Son manteau était encore sur ses épaules. Il n'avait pas cette lenteur du retour à la maison, il n'avait pas la fatigue du quotidien partagé, il avait la verticalité de quelqu'un qui vient accomplir une tâche. « Bonsoir, Claire. » Sa voix était polie, pas chaude, polie comme on s'adresse à un collègue qu'on ne veut pas froisser. Je répondis quand même « Bonsoir, tu es pile à l'heure. » Je fis un pas vers lui, instinctivement, comme si mon corps se souvenait de ce rôle avant ma tête. Il ne bougea pas. Ses yeux glissèrent sur la table dressée, sur les roses, sur la nappe blanche, sur la bouteille que j'avais sortie. Il ne dit pas « c'est joli », il ne dit pas « merci ». Il posa la mallette sur la table avec une délicatesse froide, celle des gens qui ont appris à manipuler des choses importantes. Le cuir fit un petit bruit sourd, et pendant une seconde, j'eus l'impression absurde que tout mon dîner venait d'être effacé. Je cherchais dans son visage un signe, un tremblement, une émotion, même mauvaise, quelque chose d'humain. Rien. Il ouvrit la mallette, très calmement, comme on ouvre un dossier, comme on ouvre une décision déjà prise. Et c'est là, juste là, que je sentis, sans encore comprendre, que la soirée ne m'appartenait plus. Mon cœur fit un pas en arrière. Moi, je restais debout. « Claire, il faut qu'on parle. » Le mot « parler » avait chez lui ce ton des réunions où l'on perd toujours quelque chose, un budget, une place, un avenir. Je fixais la mallette, puis ses mains que j'avais vues signer des contrats, serrer des mains, tenir des verres de champagne. Et je compris que ce soir, ce n'était pas un anniversaire, c'était une remise de documents. Et moi,
J'étais sur le point de devenir un papier qu'on classe. Je n'ai pas tout de suite regardé les feuilles. C'est étrange ce réflexe, comme si les yeux pouvaient retarder la douleur, comme si l'on pouvait négocier avec le réel en fixant autre chose, la couture de la nappe, l'ombre du vase, la pulpe de ses doigts sur le cuir. Marc fit glisser un dossier vers moi. Il ne le poussa pas brutalement, non. Il le déposa avec une précision chirurgicale, au bord même de mon assiette, là où j'avais posé la serviette pliée en triangle, une petite montagne de tissu, ridicule tout à coup. « C'est mieux comme ça, » dit-il. « Mieux ?» Le mot me heurta parce qu'il contenait déjà une conclusion et que je n'avais pas eu le droit d'ouvrir le chapitre. Je pris enfin les feuilles. Elles étaient lisses, trop blanches, avec cette typographie impersonnelle qui n'a pas d'odeur, pas de tremblement. Les mots semblaient propres, comme si la trahison pouvait être hygiénique. Requête en divorce. Je sentis le sang quitter mes joues, puis revenir, lourd comme une vague qui se trompe de rive. J'essayais de lire, je n'y arrivais pas vraiment. Les lignes se mélangeaient. Je n'entendais plus la pendule. Je n'entendais que mon souffle, court, indigne de moi. Il posa ensuite un chèque, un rectangle pâle presque élégant. « Voilà, pour que tu ne manques de rien au début. » Je regardais le montant, et je compris qu'il croyait acheter mon silence. Acheter ma sortie. Acheter le décor propre d'une séparation sans poussière. Je levai les yeux vers lui. « Au début de quoi, Marc ?» Il soupira, comme si j'étais lente, comme si j'étais un dossier compliqué. « Au début de ta nouvelle vie. Comme si notre vie n'avait jamais été la même. Comme si j'avais été une locataire dans son existence, avec un préavis qu'il m'annonçait ce soir. » Je me surpris à chercher une explication qui ressemblerait à l'amour, une fatigue, une dépression, une erreur, n'importe quoi, quelque chose qui permettrait de recoller l'homme à l'histoire. Mais Marc ne recollait plus rien. Il démantelait. « Tu as quelqu'un ?» demandai-je, et ma voix me parut venir d'une autre femme, plus jeune, plus naïve, une femme que j'avais enterrée sous les nappes et les jours. Il ne baissa même pas les yeux. Oui, un oui simple, un oui sans honte, un oui qui me fit l'effet d'une porte qui claque dans une cathédrale vide. Depuis quand ? Ça n'a pas d'importance. Cette phrase, c'était la vraie gifle, parce qu'elle contenait tout, mon corps, mes années, mes efforts, rangés dans la catégorie sans importance. Il ajouta avec cette froideur bien coiffée qu'il portait comme un costume. Claire, tu es devenue, comment dire, un objet ancien. Un meuble qu'on garde par habitude dans une maison trop neuve pour lui. Je sentis mes doigts se crisper sur le papier. Objet ancien. Moi, je pensais femme fidèle, femme solide, femme qui a tenu. Lui, il disait dépassée. Elle est artiste, continua-t-il comme s'il parlait d'un placement intéressant. Elle a de la lumière, elle monte, et je ne peux pas m'encombrer. M'encombrer ? Je répétais ce mot dans ma tête et je crus entendre le bruit d'un sac qu'on jette. Je voulus dire « J'ai été ta maison, j'ai été ton refuge, j'ai été celle qui t'a attendu quand tu rentrais tard, celle qui souriait au dîner, celle qui s'effaçait pour que tu brilles. » Mais rien ne sortit, parce qu'à plus de 50 ans, on sait que certaines phrases ne sauvent rien, elles ne font que saigner. Marc se pencha légèrement comme pour conclure. « J'ai un rendez-vous très tôt avec des partenaires. Je veux éviter les scènes. Tu peux prendre quelques affaires et partir ce soir. Ce sera plus simple. » Je regardais la table, mes roses, la bouteille ouverte. Et tout en moi se mit à trembler. Non pas de colère, mais d'une humiliation si profonde qu'elle avait le goût du fer. Je compris alors que mon mariage venait de mourir, sans drame, sans cri, dans une encre noire sur du papier blanc. Et moi, je restais là, debout, au milieu de mon propre dîner, comme une invitée qu'on congédie. Je n'ai pas fait de valise, pas vraiment. J'ai pris un manteau, un sac, 2 choses au hasard, comme si ma vie tenait dans des objets qu'on attrape en urgence. Le plus humiliant n'était pas de partir, c'était de partir vite, comme il l'avait demandé. Comme si mon existence dans cette maison devait s'effacer sans bruit pour ne pas déranger son lendemain. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic doux, presque courtois. Il n'a pas couru après moi, il n'a pas crié, il n'a même pas joué la comédie d'un regret. J'ai traversé le hall, l'ascenseur, le trottoir, et je me suis retrouvée dehors dans un air humide qui sentait la pierre froide. Il pleuvait à peine, cette pluie fine qui ne mouille pas tout de suite, mais qui s'infiltre. Je marchais sans but, et mes pieds connaissaient le chemin mieux que moi.
À 50 ans passés, on croit décider, mais on obéit encore aux habitudes. La rue où l'on achetait le pain, l'arrêt où l'on attendait quand la voiture était au garage, le carrefour où Marc me prenait parfois en passant. Autrefois. La station numéro 12 était là. Un petit abri de verre avec des affiches délavées. Sous le néon, ma peau avait l'air plus pâle, plus fatiguée. Je m'assis. Je posais mon sac à mes pieds, comme on pose un animal blessé. Mes mains, je les regardais longtemps. Elles étaient sèches, fendillées, marquées par les détergents, les casseroles, les hivers. Ses mains avaient porté des plateaux, fermé des boutons, essuyé des larmes d'enfant. Et ce soir, elles tremblaient comme si elles ne savaient plus à quoi servir. J'aurais dû pleurer, mais je n'y arrivais pas. La trahison avait une forme étrange, un silence dans la poitrine, un vide propre, un divorce sur papier blanc, et un monde qui continue, indifférent, avec ses bus, ses phares, ses passants pressés. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. Le temps cette nuit-là avait cessé d'être un outil. Il était devenu un brouillard. Et puis j'ai entendu des rires, trop forts, trop proches. 3 hommes approchaient, titubants, l'alcool leur donnait cette assurance agressive, des gens qui se sentent invincibles parce qu'ils ne sentent plus la honte. Avec eux, une jeune femme marchait vite, tête baissée, comme si elle voulait disparaître. Elle avait une veste légère, pas faite pour la pluie. Ses cheveux collaient déjà à ses tempes. Elle tenta de dépasser l'arrêt, mais l'un d'eux lui barra le chemin. « Eh, t'es pressé ?» La voix était pâteuse, mais l'intention, elle, était claire. Elle fit un pas de côté. Il la suivit. Les 2 autres riaient, comme dans ces scènes qu'on voit au cinéma et qu'on croit lointaines, jusqu'au jour où le cinéma vous tombe dessus. « Laisse-moi », dit-elle. Sa voix était ferme, mais un peu trop haute. La peur, parfois, aiguise les sons. L'un des hommes attrapa son poignet, pas violemment au début, juste assez pour dire « je peux ». Et tout, dans mon corps, s'est tendu. Je ne connaissais pas cette fille. Je ne devais rien à personne. Ce soir-là, j'étais moi-même à terre. Et pourtant, quelque chose s'est levé en moi, une ancienne force, une colère propre, une dignité qui n'avait pas disparu, seulement endormie. Je me suis relevée. Mes genoux ont protesté un instant, mes mains tremblaient encore, mais mes pieds étaient stables. Je ne suis pas une femme forte au sens où on l'entend. Je ne casse rien, je ne frappe pas. Je suis une femme qui a appris, toute sa vie, à tenir debout quand on veut l'asseoir. Messieurs, ils se sont retournés, surpris. Une femme de mon âge, sous un abribus, ça ne fait pas peur d'ordinaire. Ils ont souri, déjà moqueurs. « Oh, la maman, elle veut jouer les héroïnes ?» Et là, l'un d'eux, le plus grand, a tiré sur la veste de la jeune femme. Le tissu a craqué légèrement, un bruit sec, intolérable. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, je les ai regardés comme on regarde une faute, avec une froideur qui coupe. Et dans ce regard, il y avait tout, mes 25 ans de silence, et ce soir où, enfin, je n'avais plus rien à perdre. La jeune femme me fixa. Ses yeux disaient « Ne vous mêlez pas de ça », et pourtant, elle ne bougea pas. Je sentis, au fond de moi, une phrase très simple, comme un réveil. Non, pas ce soir, pas devant moi. Et la pluie continuait de tomber, doucement, comme si Paris elle-même retenait son souffle. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, cette voix, cette précision, ce calme. Peut-être de toutes les fois où j'ai dû rester correcte quand j'avais envie de frapper la table. Peut-être de cette discipline invisible qu'on apprend, surtout après 50 ans. Ne pas se disperser, ne pas supplier. Choisir la lame la plus fine. Je fis un pas vers eux, lentement. Pas un pas de défi. Un pas de présence, comme une porte qu'on ferme. Lâchez-la. Ma voix était basse, sans tremblement. J'entendis moi-même ce ton, et il me surprit, comme si une autre Claire s'est installée à ma place. Le plus grand me dévisagea, amusé. Et sinon quoi? Je regardais sa main sur le poignet de la jeune femme. Pas son visage, sa main, la preuve. Sinon, vous entrez dans une catégorie de faits très simples à qualifier, dis-je, avec une douceur presque pédagogique. Atteinte à l'intégrité physique, violence sans incapacité apparente, et si vous continuez à la retenir malgré sa demande, ça devient une contrainte. Et les propos que vous venez de tenir relèvent de l'injure à caractère sexiste. Je n'avais pas l'air d'une policière, je n'avais pas l'air d'une avocate, j'étais juste une femme debout. Une femme qui parle comme un procès verbal. Les 2 autres ricanèrent encore, mais leur rire changea. Il perdit sa graisse, il devint nerveux. Elle croit qu'on va trembler.
Je souris à peine, pas un sourire de joie, un sourire de lucidité. Je ne vous demande pas de trembler, je vous demande d'être intelligent. Je sortis mon téléphone, très lentement, sans geste brusque. J'ouvris l'écran, je le tournai vers eux. Je peux appeler, et je peux décrire, et surtout, je peux témoigner. Le mot témoigner, je le sentis frapper l'air comme une pièce qui tombe sur une table en marbre. Ils hésitèrent une seconde. Le chef, lui, tenta de reprendre le contrôle. Il s'approcha trop près, avec ce parfum d'alcool et de sueur qui salit l'espace. « T'es qui, toi ?» Je ne reculai pas. C'est là, je crois, que tout s'est joué, quand il a compris qu'il ne pourrait pas me faire reculer. Je portais encore, au revers de mon manteau, ce petit bijou que Marc m'avait offert il y a des années. Une broche en argent, fine, presque anodine. Je l'aimais parce qu'elle était discrète. Ce montre-là, elle devint un outil. Le chef tendit la main vers moi, comme pour m'écarter, comme on écarte un meuble. Je fis un mouvement rapide, précis. J'attrapais son poignet au moment où il me touchait, et, dans le même geste, je plantai la pointe de ma broche dans le haut de sa main. Pas profondément, pas pour blesser spectaculairement. Juste assez pour créer ce choc net, ce message immédiat « Tu viens d'entrer sur un territoire interdit ». Il poussa un juron, recula. « Putain !» Je ne criais pas, je ne m'excusais pas. « Maintenant, dis-je, vous avez une marque, une douleur, et vous venez de comprendre que je ne suis pas un décor. Si vous restez ici, je compose le numéro. Et je vous décris. Taille, vêtements, alcool, attitude. Et si vous pensez que 3 contre 2 femmes vous protègent, vous vous trompez. Ce qui vous condamne, ce n'est pas moi. C'est votre bêtise. » Le silence tomba d'un coup. Même la pluie sembla se faire plus fine. Les 2 autres regardèrent leur ami, puis l'arrêt, puis la rue. Les bruits de la ville, un scooter au loin, une fenêtre qui se ferme, tout reprenait ses droits. Le chef serra sa main, me lança un regard chargé de haine et de peur mêlée, un regard d'enfant pris en faute. On se casse. Ils partirent, vite, sans se retourner. Leur rire était mort. La jeune femme resta immobile, comme si son corps n'avait pas encore reçu l'information qu'elle était libre. Puis elle inspira brusquement, comme après une apnée. Je baissai enfin les épaules, et je sentis le tremblement revenir, par vagues. Pas de peur, pas vraiment. Plutôt, la décharge. Elle me regarda. Ses yeux brillaient. « Merci !» Je voulus répondre quelque chose de simple, de banal, mais mes lèvres tremblaient. Je murmurai seulement « Ne me remerciez pas, je crois que j'avais besoin de me sauver moi aussi. » Et dans ce petit abri de verre sous la pluie, je compris une chose étrange. Marc venait de me jeter hors de ma vie. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je venais de me retrouver. Elle s'appelait Léa. Je la pris sur le trottoir quand le bus passa sans s'arrêter. Ou peut-être qu'il s'arrêta et que nous ne le vîmes même pas. Nous étions encore sous le choc, comme 2 naufragés qui s'étonnent d'être vivantes. « Je ne peux pas rentrer chez moi. »« Pas comme ça, » dit-elle en remontant la fermeture de sa veste déchirée. Ils connaissent le coin. Sa voix se voulait légère, mais ses doigts trahissaient un tremblement obstiné. Elle regarda ma broche, puis mon visage, comme si elle cherchait à comprendre quelle sorte de femme j'étais, une passante, une mère, une folle ou une survivante. « Venez, » ajouta-t-elle, après une seconde. « Je sais où aller. Chez mon père. C'est pas loin. Vous pourrez vous poser, boire quelque chose. » Je faillis répondre non, par réflexe. À mon âge, on dit non par politesse, par pudeur pour ne pas déranger, comme si nous avions été élevés à nous excuser d'exister. Mais je n'avais nulle part où aller, et surtout, je n'avais plus la force de faire semblant. Nous marchâmes sous la pluie fine. Les rues brillaient comme des pots de poisson. Les vitrines étaient déjà fermées et les rares passants avaient cette allure pressée des gens qui rentrent dans une chaleur qui les attend. Moi, rien ne m'attendait. Et pourtant, à côté de Léa, je sentais une chose inattendue, une direction. Elle parlait un peu pour remplir le vide. Mon père s'appelle Antoine. Il restaure des objets, des meubles, des cadres, parfois des tableaux. On vit dans l'odeur de la colle et du bois. Je l'écoutais comme on écoute une histoire lointaine avec un sérieux d'enfant. Mes pensées, elles, restaient accrochées à une phrase de Marc comme un hameçon, un objet ancien. Et voilà que la vie m'emmenait, justement, dans un endroit où l'on sauve les objets anciens. Le bâtiment était discret, une porte métallique, un interphone qui grésilla. Léa tapa un code, poussa un battant lourd. Une odeur nous enveloppa aussitôt.
poussière noble, cire, térébenthine, un mélange qui sentait le temps et le soin. « Papa » appela-t-elle. Aucune réponse immédiate. Seulement, au fond, un bruit régulier, comme un frottement, un ponçage. Puis une silhouette apparut, dans la pénombre d'un atelier éclairé par des lampes orientables. Un homme, la cinquantaine ou un peu plus, les manches retroussées, les doigts tachés de pigments. Il leva la tête. Ses yeux tombèrent d'abord sur Léa, et je vis passer une inquiétude paternelle rapide, contenue. Puis ses yeux se posèrent sur moi, et il n'y eut ni curiosité déplacée, ni jugement, juste une lecture silencieuse. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-il. Léa raconta vite avec des phrases coupées. Antoine ne l'interrompit pas. Quand elle eut fini, il s'approcha, examina la déchirure de la veste, la trace rouge au poignet, et son visage se ferma, non pas de colère spectaculaire, mais de cette colère calme qui appartient aux hommes qui savent réparer. « En ta voilà » murmura-t-il. « Entrez. Là, vous êtes en sécurité. » Il fit chauffer de l'eau. Léa disparut un instant dans une petite pièce pour se changer. Moi, je restais debout, maladroite, au milieu de l'atelier, entourée d'objets blessés. Chaises démontées, cadres dorés ébréchés, toiles protégées par des draps. Et c'est là que je le vis. Un tableau posé à plat sur une grande table, sous une lampe blanche. La toile était craquelée, la surface gondolée. Des zones entières semblaient mangées par l'humidité. Mais malgré la blessure, il y avait une présence. Un regard peint, presque effacé, une lumière ancienne qui résistait. Je m'approchais sans m'en rendre compte. Mes doigts se tendirent, comme attirés. Antoine, derrière moi, dit doucement « Ne touchez pas, madame. C'est fragile. »« Je sais, » répondis-je, et ma voix me surprit. « Je sais. » Sur le bord de la table, il y avait un pinceau fin, oublié, encore humide. Je le pris, presque instinctivement, comme on reprend une langue maternelle. Je n'avais pas touché un pinceau depuis des décennies, avant Marc, avant la maison, avant que ma vie ne devienne une suite de services rendus. Je ne fis qu'un geste minuscule, une correction dans une zone où la couleur avait coulé, une infime ligne pour redonner une respiration à la forme, rien de spectaculaire, une caresse de précision. Le silence s'épaissit, puis j'entendis Antoine inspirer derrière moi, un souffle retenu comme un homme qui vient de reconnaître quelque chose. « Vous, » dit-il très bas, « vous avez appris où ?» Je reposai le pinceau, soudain consciente de ma témérité et de ma honte. « J'ai appris avant, » répondis-je. « Avant d'oublier. » Antoine ne sourit pas. Il me regarda comme on regarde une pièce rare qu'on croyait perdue. « Ce n'est pas avant, » murmura-t-il, « c'est encore là. » Et pour la première fois depuis que Marc avait ouvert sa mallette, je sentis une chaleur étrange dans ma poitrine. Pas de l'amour, pas encore. Quelque chose de plus simple, plus vital. Une possibilité. Le lendemain matin, enfin ce que j'appelais matin dans cette nuit qui n'en finissait pas, Antoine me proposa un café. Il le fit sans cérémonie, comme on offre un abri sans poser de questions. Léa dormait sur un petit canapé, une couverture jusqu'au menton, les traits enfin détendus. Sa jeunesse avait cette capacité que j'enviais, tomber d'un bord du monde et s'endormir quand même. Moi, je n'avais pas dormi. Je m'étais assise dans l'atelier, sur un tabouret haut, à regarder les choses, les cadres, les outils, les boîtes d'échantillons, et surtout ce tableau blessé, recouvert d'une gaze. J'avais l'impression qu'il respirait sous le tissu, comme un patient sous drap. Antoine s'assit en face de moi, posa une enveloppe sur la table. « Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, dit-il, mais vous n'êtes pas arrivé ici par hasard, et moi non plus. Je ne voulais plus de papier, plus de documents. Plus de ce langage qui vous expulse de votre propre vie. » Mon corps se raidit. Antoine le remarqua. « Ce n'est pas un contrat, » il hésita. « C'est une proposition. Et une confiance. » Il écarta doucement la gaze. Le tableau apparut. Sous la lumière froide de la lampe, les craquelures dessinaient un réseau de rides, presque délicat, comme une peau qui a trop vécu et qu'on a mal aimé. « On l'a retrouvé récemment, » dit Antoine. « Un dépôt, une cave, un héritage mal trié. Vous savez, la France est pleine de trésors oubliés sous des escaliers. » Je ne répondis pas. Le mot « oublié » me faisait mal. « C'est un morceau de patrimoine, » continua-t-il. « Pas juste parce qu'il est ancien, parce qu'il est juste, et qu'il a été trahi par le temps. On me l'a confié, mais je n'y arrive pas seul. » Il me regarda droit. « Ce geste que vous avez fait hier, sûr, très sûr. Vous ne cherchez pas à briller, vous cherchez la vérité de la matière. C'est rare. » Je souris, malgré moi,
un sourire bref, incrédule. Vous vous trompez? Je suis une femme qu'on vient de jeter dehors avec un chèque. Je ne suis personne. Antoine secoua la tête lentement. C'est précisément pour ça que vous êtes quelqu'un. Vous savez ce que c'est, la perte. Vous savez ce que c'est, la fissure. Et la restauration, ce n'est pas repeindre. C'est écouter ce qui reste. Ces mots me traversèrent comme une eau chaude. Écoutez ce qui reste. Je me levai, attiré malgré moi vers la table. Mon regard suivit les zones abîmées, la couche picturale soulevée, les lacunes, le vernis jauni, et, derrière tout ça, une composition qui résistait. Je murmurai, sans réfléchir. On ne peut pas commencer par la couleur. Il faut stabiliser la toile, consolider, avant d'embellir. Antoine eut ce petit mouvement de tête, presque un salut. Voilà, c'est ça. Il ouvrit une boîte, me montra des scalpels fins, des pinceaux de martre, des cotons, des solvants. Tout était rangé comme dans un cabinet de chirurgien. La précision me rassurait. Il n'y avait pas de drame ici. Il y avait une méthode. Je pris un pinceau et ma main d'abord hésita. Elle tremblait encore de Marc, de la porte, du chèque. Tremblement honteux, inutile. Alors je posai l'autre main sur mon poignet, comme je le faisais autrefois quand j'apprenais à écrire droit, et je respirais. Une inspiration, une expiration. Le pinceau toucha la surface. Un geste minuscule, puis un autre. Je sentis quelque chose revenir, pas seulement une compétence, une identité, une mémoire musculaire, une dignité dans le bout des doigts, comme si mes mains, qui avaient tant servi les autres, retrouvaient enfin une mission qui ne les humiliait pas. Antoine parla peu. Il me laissa faire, m'indiquant seulement, parfois d'un doucement, d'un encore un peu, comme on guide quelqu'un qui retrouve la parole après un long silence. Les heures passèrent, la pluie cessa, la lumière changea, et à un moment, je réalisai une chose simple et terrible. Je n'avais pas pensé à Marc depuis plus d'1 heure. C'était ça, la première victoire, pas la vengeance, pas le scandale, la liberté minuscule de ne plus être occupée par lui. Quand Léa se réveilla, elle s'approcha sans bruit. Elle regarda le tableau, puis mes mains en action. « Vous êtes incroyable », souffla-t-elle. Je ne répondis pas tout de suite. Je ne voulais pas que le compliment devienne une nouvelle cage. Je dis seulement, très bas, je ne suis pas incroyable. Je suis en train de revenir. La nouvelle arriva comme arrivent les nouvelles dans certains milieux, sans fracas, sans émotion, avec des sourires. Antoine l'a reçue par un appel, pas un de ces appels nerveux, un appel bien élevé, aux mots choisis, aux sous-entendus polis. Je l'entendis prononcer « Ritz », puis vente caritative, puis pièce maîtresse. Je levai la tête sans comprendre, le pinceau suspendu dans l'air. Quand il raccrocha, Antoine resta une seconde immobile, comme s'il pesait le poids exact de ce qu'il venait d'entendre. Ensuite, il me regarda. Ils organisent une grande soirée, une vente aux enchères. Très visible, très mondaine. Il hésita. Le tableau, celui-ci, doit être l'attraction, la pièce qui fait parler. Je sentis mon ventre se contracter, un réflexe. Les mondanités, les salles éclairées trop fort, les gens qui parlent en se regardant à peine. J'avais vécu à côté de tout ça pendant des années en portant les plateaux et en ajustant les cravates, en effaçant les traces. « Qui il ?» demandai-je, même si je savais déjà que la réponse allait me brûler. Antoine détourna les yeux vers la toile comme pour ménager ma peau. « Marc Delcourt, dit-il enfin, et une jeune femme, Elsa Morel. » Le prénom Elsa fit l'effet d'une aiguille. Je n'ai pas besoin de la voir, je l'imaginais aussitôt. Une silhouette sûre d'elle, une voix qui s'autorise, un rire qui se croit rare, et cette façon d'appeler Marc, Marc, comme si elle l'avait inventé. Je reposai le pinceau très lentement, mes doigts étaient calmes, mais à l'intérieur, quelque chose grinçait. « Marc, organise une vente caritative, répétai-je, comme si le mot caritatif ne pouvait pas s'accrocher à lui. Antoine eut un sourire sans joie. Il veut entrer, ou plutôt être reconnu. La charité, chez certains, c'est un passeport, et la culture, un costume. Je compris alors ce que je n'avais jamais voulu admettre. Marc ne cherchait pas seulement une nouvelle femme, il cherchait une nouvelle scène, un nouveau décor à sa réussite. Et moi ? J'avais été l'ancien décor, celui qu'on remplace quand il commence à jaunir. Léa entra dans l'atelier à ce moment-là, un bol à la main. Elle sentit l'air tendu. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Antoine répondit pour moi. « Le tableau va être exposé au Ritz, et c'est Marc Delcourt qui parraine la soirée. » Léa me regarda, alarmée. « C'est votre mari ?» Le mot « mari » me fit presque rire, un rire sec, sans humour. «
Bientôt plus, dis-je. Un silence. Léa posa le bol doucement comme si le bruit pouvait me casser. Antoine s'approcha de la table. Il effleura le bord de la toile sans la toucher. Claire, il y a autre chose. Il prit une feuille imprimée qu'il avait récupérée sur son téléphone. Une invitation numérique, brillante, pleine de logos. Ils ont déjà communiqué. Ils annoncent un grand mécène et l'artiste montante Elsa Morel. Et ils présentent l'œuvre comme si elle leur appartenait déjà. Mon cœur fit un petit saut. Pas de peur, d'indignation. Ils n'ont pas le droit, dis-je. Antoine acquiesça. Non, mais ils comptent sur l'opacité, sur l'effet de foule, sur la musique, les flashs, les sourires. Ils savent que la vérité dans ces soirées arrive toujours trop tard, quand tout le monde est déjà reparti. Je pris l'invitation, je la lus. Le nom de Marc en lettres élégantes. Le nom d'Elsa, juste dessous. Et cette phrase sur la renaissance d'un chef-d'œuvre retrouvé, la renaissance comme un mot volé. Je sentis une chaleur monter dans ma gorge. Pas des larmes, pas cette fois. Une décision. Je posai l'invitation sur la table, à côté de la toile. Puis je me tournai vers Antoine. Vous avez dit que la restauration, c'est écouter ce qui reste. Ma voix était étonnamment stable. Alors écoutons aussi ce que la vérité exige. Antoine me regarda longtemps. Il comprit avant que je formule. Vous pensez à y aller. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Léa se crispa. Mais c'est dangereux. Pas physiquement, mais ils vont vous écraser. Ils savent parler, eux. Ils savent humilier. Je baissai les yeux vers mes mains. Ces mains qui, depuis 2 jours, avaient retrouvé une précision, une fierté. Je pensais à la station de bus, à la broche, à cette voix qui avait surgi de moi, froide et juste. Ils m'ont déjà écrasé, dis-je doucement. Le pire est fait. Ce qui reste, c'est de choisir la manière dont je me tiens debout. Antoine inspira, puis hocha la tête, comme un homme qui accepte un mouvement plus grand que lui. Alors, on va préparer les choses, correctement. Je relevai les yeux. Dans le reflet d'une vitre, je vis mon visage, fatigué, oui, mais plus flou, plus effacé. Comme si mes traits se redessinaient. Marc croyait m'avoir effacé. Il ne savait pas qu'en me jetant dehors, il avait juste déplacé la scène. Et que dans les coulisses d'un atelier, une femme de plus de 50 ans était en train de renaître, sans bruit, mais avec une précision terrible. Le jour de la vente, je ne me suis pas reconnue dans le miroir. Pas parce que j'étais devenue une autre, mais parce que j'avais cessé d'être celle qu'on arrange, celle qu'on habille pour convenir, celle qu'on maquille pour ne pas faire de vagues. Antoine avait laissé une robe sur la porte de l'atelier dans une housse noire. Une simplicité presque insolente, une coupe nette, un noir profond, sans bijoux inutiles. Léa, elle, avait insisté pour mes cheveux, pas une coiffure sophistiquée, juste une ligne claire, une nuque dégagée, un visage rendu à lui-même. « Vous avez l'air, souffla-t-elle, je finis la phrase pour elle, d'être moi. » Elle sourit, mais ses yeux restaient inquiets, comme si elle avait peur qu'on me reprenne ce moi au premier regard de Marc. Nous arrivâmes au Ritz à la tombée du soir. Les façades éclairées avaient cette beauté écrasante des lieux qui veulent vous rappeler que tout est réservé. Les voitures glissaient comme des poissons noirs, un tapis rouge, des flashs, des rires satinés. Je sentis un instant mon vieux réflexe, m'effacer, me placer derrière, devenir invisible pour ne pas déranger. Puis je posai la main sur ma broche en argent, je l'avais remise, pas comme une arme, comme un talisman, et j'avançai. Dans le hall, l'air sentait le parfum cher et la pierre cirée. Les conversations avaient cette musique particulière. On parle vite, on rit court, on se touche à peine, on échange des noms comme des monnaies. Marc était là, évidemment. Je le vis avant qu'il me voie. Il portait un smoking impeccable, le sourire de l'homme installé. À son bras, Elsa, plus jeune, plus brillante, vêtue d'une robe qui criait sa présence. Elle riait trop haut, comme pour que la salle entière comprenne qu'elle existait. Marc saluait, serrait des mains, distribuait des phrases comme des cartes de visite. Et moi, je restais un instant à distance, pas par peur, par observation, comme on observe un tableau avant de décider où poser la lumière. Antoine posa sa main très légère au creux de mon dos. « On y va !» Nous avançâmes. Léa marchait à côté, mais un demi-pas derrière, attentive, comme une fille qui accompagne une mère vers un moment qu'elle redoute. À mesure que nous progressions, certains visages se tournaient vers Antoine. Pas vers moi. Pas encore.
On reconnaissait l'homme, on l'estimait, on s'écartait avec une politesse instinctive, celle qu'on réserve aux gens qui comptent. Je compris alors l'arme la plus élégante, la légitimité. Marc se retourna, et son sourire se figea très légèrement comme une peinture qui craque sous le vernis. Ses yeux glissèrent sur Antoine d'abord, respect, intérêt, ambition, puis ils tombèrent sur moi. Je vis dans ce bref silence tout ce qu'il n'avait pas prévu, ma présence, ma tenue, ma posture, mon regard. Pas d'effondrement, pas de larmes, pas de mise en scène, juste une femme qui ne demande plus la permission d'être là. « Claire », dit-il, et sa voix eut cette tonalité faussement douce des hommes pris en faute devant témoins. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je ne répondis pas tout de suite. Je le laissai sentir une seconde, ce que c'est d'attendre une réponse de moi. Antoine prit la parole avec cette courtoisie tranchante des gens qui n'ont rien à prouver. « Bonsoir Marc, ravi de vous voir. Je vous présente Claire. » Il marqua une micropause, un silence parfaitement maîtrisé. « La restauratrice principale de l'œuvre que vous vous apprêtez à présenter. » La phrase tomba comme un verre de cristal sur un sol de marbre, sans éclat visible, mais avec une fracture intérieure. Elsa se pencha vers Marc, murmura quelque chose. Son sourire vacilla. Elle me regarda alors, pour la première fois, vraiment. Son regard me scanna comme un objet. Âge, allure, danger. Je soutins son regard, sans agressivité, sans défi. Avec une douceur froide. Marc tenta de rire. « Ah oui, je ne savais pas que... » « Vous saviez beaucoup de choses, répondis-je enfin très calmement. Mais pas tout. Je sentis Léa retenir son souffle à côté de moi. Antoine, lui, resta immobile, un roc élégant. Autour, la salle continuait de murmurer, de trinquer, de se prendre en photo, mais une bulle s'était formée. La bulle des regards qui sentent le scandale avant même qu'il n'existe. Marc reprit contenance, comme il l'avait fait toute sa vie. « Ce n'est pas le moment, Claire. » Je penchai légèrement la tête. Au contraire, c'est exactement le moment. Et en moi, une certitude se posa simple, lumineuse. Je n'étais pas venue pour récupérer un homme, j'étais venue pour récupérer mon nom. La vente commença comme un spectacle bien huilé. Une musique douce, des serveurs qui glissent, des rires qui se veulent discrets, et ce murmure constant des fortunes qui se frôlent. Sur l'estrade, un commissaire-priseur au sourire impeccable annonçait des lots avec cette voix qui donne l'impression que tout est un jeu. Alors que tout, ici, est une prise. Marc avait retrouvé son masque. Il se tenait près du micro, dans cette posture d'homme responsable, mécène, visionnaire. Elsa, à son bras, hochait la tête au bon moment, comme si elle comprenait l'âme de chaque objet, alors qu'elle n'en connaissait que la valeur de vitrine. Je restais en retrait, près d'Antoine. Léa me serrait parfois le bras, très légèrement comme pour vérifier que je ne disparaissais pas. Moi, je respirais, lentement, comme avant une incision. Puis vint le moment du tableau. On retira le voile. La salle eut un petit soupir collectif, presque sensuel. Le vernis nettoyé révélait des profondeurs qu'on n'attendait plus. Une lumière dans un coin d'ombre, une peau délicatement modelée, une main peinte avec une pudeur ancienne. La toile n'était plus une œuvre. Elle était un regard et un silence. Elsa s'avança trop vite, attirée par la scène comme par un projecteur. « Cette pièce », commença-t-elle avec une voix de conférence improvisée, est un symbole de renaissance, de modernité retrouvée. Modernité. Je sentis Antoine tressaillir imperceptiblement. Léa roula des yeux. Et moi, je compris que l'instant arrivait. Elsa continuait, enchaînant des mots appris. Émotion, force, audace. Elle parlait comme on décrit un parfum qu'on n'a pas vraiment senti. Elle osa même attribuer l'œuvre à une époque qui n'était pas la bonne. Une erreur minuscule pour le public, une faute énorme pour ceux qui savent. Marc, derrière elle, souriait. Il était fier, il croyait contrôler. Alors je fis un pas, un seul, et ce pas fut entendu. Je montai sur l'estrade avec calme, sans demander la permission. Le commissaire-priseur s'arrêta, surpris, cherchant du regard Marc. Marc cligna des yeux, comme si le monde venait de changer de règle. Je pris le micro, mais je ne le saisis pas comme une arme. Je le pris comme un outil. « Pardonnez-moi, dis-je doucement, je m'appelle Claire. Je suis restauratrice d'art et je suis l'une des personnes qui a travaillé sur cette toile. » Un silence tomba, très net. La salle adore ça, une interruption élégante. Un incident qui a du style. Elsa me regarda, figée, comme une actrice à qui on vole une réplique. Je continuai, sans regarder Marc. « On a parlé de renaissance. C'est un beau mot.
Mais la renaissance d'une œuvre ne se fait pas avec des slogans. Elle se fait avec des gestes invisibles et avec le respect du peintre. Je me tournai vers le tableau. Ici, par exemple, la main peinte en bas à droite. Avant la restauration, elle était presque perdue. Beaucoup auraient réinventé la forme pour aller plus vite. Nous avons choisi l'inverse, suivre la main du maître, respecter les repentirs, garder les tremblements d'origine. Parce que c'est là que vit l'âme. Je vis des têtes se pencher, des regards s'aiguiser. Les vrais connaisseurs étaient déjà captivés. Elsa tenta de reprendre la parole. Oui, enfin, l'important, c'est l'émotion. Je la regardais alors directement, avec une douceur tranchante. Justement, l'émotion, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on sait voir. La phrase fut polie, mais elle la déshabilla. Un murmure parcourut la salle. Certains sourirent, d'autres toussèrent. Dans ces lieux, la cruauté a besoin d'un prétexte culturel pour devenir acceptable. Je repris, plus calmement encore. Je voudrais aussi préciser une chose pour la transparence. Je marquai une pause. Le financement de cette soirée et certains fonds utilisés relèvent de biens communs qui n'ont pas encore été légalement répartis. Marc blêmit. Ce n'était plus un jeu. Je n'avais pas besoin de dire divorce. Je n'avais pas besoin de dire infidélité. Je venais d'introduire un mot qui, ici, tue, risque. Je vis des investisseurs échanger des regards. Un homme au visage fermé sortit son téléphone. Une femme en tailleur murmura à l'oreille d'un autre. Dans ce monde, on pardonne les adultères. Mais pas l'ombre d'une irrégularité financière. Marc fit un pas vers moi, presque menaçant, presque suppliant. « Claire, arrête. » Je ne bougeais pas. « Je n'arrête rien, répondis-je très bas. Je clarifie. Le commissaire-priseur tout sauta, hésitant, puis reprit comme il put. Mais la salle avait changé. L'air n'était plus léger, il était vigilant. Elsa, elle, restait figée, humiliée sans qu'on l'ait insultée. Marc, lui, venait de comprendre l'essentiel. J'étais pas venu faire une scène. Je venais de faire une expertise. Et une expertise, ça laisse des traces. Quand je descendis de l'estrade, je sentis la chaleur des regards dans mon dos, cette curiosité gourmande, ce parfum de scandale qui excite toujours les salons bien élevés. Mais je n'avais plus envie d'être vue. J'avais envie d'air. Je traversais le hall comme on traverse un rêve trop brillant. Les lustres, les miroirs, les conversations qui reprenaient déjà. Tout me paraissait lointain, presque irréel. Derrière moi, j'entendis Marc dire mon nom, une fois, puis une seconde. Plus fort. Claire. Je ne me retournai pas tout de suite. J'appris ce soir-là que l'une des formes les plus pures de puissance, c'est de choisir le moment où l'on se retourne. Je poussai les portes vitrées. L'air de la nuit me frappa au visage. Plus froid, plus vrai. Les flashs des photographes crépitaient sur le trottoir, attirés par la rumeur. Le Ritz derrière moi devenait une boîte lumineuse, un théâtre. Et moi, je n'étais plus une figurante. Marc surgit à ma suite. Il attrapa mon bras, doucement, trop doucement, comme s'il voulait garder sa respectabilité. « Tu as perdu la tête » souffla-t-il. « Tu sais ce que tu as fait ?» Je baissai les yeux vers sa main sur mon bras. Je ne vis pas un mari. Je vis une habitude, un réflexe de possession. Je retirai mon bras sans brutalité. « Ne me touche pas !» Il cligna des yeux, surpris. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui retire quelque chose. « Tu veux quoi, Claire ? De l'argent ? Plus ? Tu veux te venger ?» Sa voix oscillait entre la menace et la négociation, comme s'il cherchait le bon levier. Je le regardai enfin. Et je compris quelque chose qui me fit presque sourire. Il n'avait toujours pas compris. Il croyait que tout s'achetait. « Je ne veux rien de toi, dis-je. » Il serra les mâchoires. « Tu me ridiculises devant tout le monde. Tu détruis ma soirée. Mon image. » Son image. Toujours l'image. Il fit un pas plus près. Ses yeux étaient durs. « Tu vas le payer. » Je peux te faire passer pour folle. Tu n'as pas de preuves, tu n'as rien. Et tu n'es plus chez toi. Ce dernier mot, chez toi, me traversa comme un vieux poison. Pendant 25 ans, j'avais appelé chez moi un lieu où je n'existais que par mon utilité. Je respirais, lentement, et je sentis une paix froide se déposer en moi comme la poussière après un orage. « Écoute-moi bien, Marc, dis-je, sans élever la voix, je ne te déteste pas. » Il eut un rire bref, nerveux. « Bien sûr que si. » Je secouai la tête. Non, la haine, c'est encore une forme d'attachement, et tu ne mérites plus cette place-là en moi. Je le vis vaciller, comme si je venais de lui retirer son dernier pouvoir, l'importance. Je continuais, avec une douceur presque triste. Je te remercie. Il resta interdit. Tu me remercies ? Oui, je marquai une pause.
de m'avoir jeté dehors, parce que sinon j'aurais continué à vieillir dans un tombeau élégant. Un tombeau avec des rideaux propres et des dîners sans amour. Tu m'as fait un cadeau que tu ne comprends pas, tu m'as obligé à respirer. Marc ouvrit la bouche, rien ne sortit. Pour la première fois, il n'avait pas de phrase. Derrière moi, une voiture s'arrêta. Antoine en sortit sans se presser. Léa était déjà à l'arrière, la main sur la portière, prête. Le regard de Léa croisait le mien, plein de fierté et d'inquiétude, là comme une jeune femme qui vient d'assister à la naissance de quelqu'un. Antoine s'approcha, posa simplement sa main sur mon épaule. « On y va », je fis un pas vers la voiture. Marc tenta une dernière attaque, plus basse. « Tu reviendras. Tu n'as personne. » Je m'arrêtais, juste une seconde, et je le regardais comme on regarde une imitation mal faite, un faux qui croit encore tromper. « Tu te trompes, dis-je. Je me suis. » Je montai dans la voiture, la portière se referma. Le monde extérieur devint une vitre, et Marc sur le trottoir, un personnage immobile dans sa propre lumière. Nous roulâmes. Les rues s'ouvrirent. La ville recula. Je ne savais pas encore exactement où j'allais, mais je savais enfin ce que je quittais. Et dans ce départ, il n'y avait pas une fin. Il y avait un matin. Il y a des trahisons qui ne crient pas, elles arrivent propres, signées, argumentées. Elles portent un costume, une montre élégante, un vocabulaire raisonnable, et pourtant, elles blessent plus profondément que les cris. Parce qu'elles effacent, parce qu'elles vous font douter de votre valeur au moment même où vous avez le plus besoin d'y croire. L'histoire de Claire n'est pas celle d'une revanche spectaculaire, c'est l'histoire d'un réveil tardif, mais essentiel. Celui qui arrive parfois après 50 ans, quand on vous dit que le meilleur est derrière vous, que vous êtes devenu inutile, dépassé ou simplement commode à remplacer. Et pourtant, cette histoire nous rappelle une vérité simple et dérangeante. On ne perd jamais sa valeur en étant fidèle, généreux ou discret. On la perd seulement quand on accepte le regard réducteur de l'autre comme une définition de soi. Claire ne s'est pas reconstruite en humiliant. Elle ne s'est pas sauvée par la haine. Elle a retrouvé sa dignité là où on ne l'attendait plus, dans le savoir, dans la précision, dans le silence juste. Elle a compris que la véritable puissance, surtout à un âge où l'on vous croit fini, c'est de redevenir sujet de sa propre vie. Peut-être que cette histoire vous touche, peut-être qu'elle réveille en vous un souvenir, une blessure, une décision que vous n'avez jamais racontée. Avez-vous déjà vécu une trahison qui vous a obligé à vous redéfinir? Un moment où vous avez cru tout perdre avant de découvrir une force inattendue? Une rencontre, une rupture, une nuit, un détail qui a changé le cours de votre vie. Si vous le souhaitez, racontez-nous votre histoire. Une histoire vraie, une histoire difficile, une histoire inoubliable. Ici, il n'est pas question de juger, seulement d'écouter. Parce que parfois, partager ce que l'on a traversé, c'est déjà une forme de renaissance. At 11, okay. Jessie, good morning. Buttercup, I didn't see you come in. Hi, good morning, Buttercup. Leo, Aura, Soraya, Walker, Muttley, Jumble, Rez, hello. Rez, thank you so, so much for 5. Hyper, thank you so much for 5 as well. You got Pixie Winkwong, Fem, Grouchy, Kylie, and Sky. Rez got Galmundo, Mora, Ashley. You got Danny and Ella. And Hyper, thank you so much for 19 months. That's crazy. That means I've been streaming for 18 months, guys. Would you all like to say hello to the birthday boy? Would the birthday boy like to come say hello? Should we put your hat back on? Come here. Up you come. Ready? Up you come. Yeah. Here we go. Put your hat on. Yeah. Yeah. Handsome boy. Look at the camera. Look up here. What a gorgeous boy you are. Look at the birthday boy. Beautiful, beautiful boy. Hey, you're so handsome. You're so... Hi, Faz. Oh my God, it's been a lifetime. How are you, love? He's so cute. You hear that? They think you're cute. And people have been buying you treats. People have been giving you treats. Good boy. The little hat, isn't it cute?
Come around here. Let's show you. Wait, come here. Come here and then come up. There. No, come here. And then come up. Like that. Yeah, that's better. Work as a shit show. I've had to show my face for the first Playboy. It's so nice to see you first. I'm sorry, work as a shit show though. Weren't you looking at leaving? Hello. Oh my god, your hat's gone all wonky. Guys, he's got a cap arriving today, so him and I can wear a matching cap. I bought him a corduroy cap for his birthday. Hello, you. Oh, thank you, whoever sneezed that for me. I think I went to go do it and you'd already done it. You're taking it. Oh, the hat's off. Sorry, the hat's been taken off. I've been thinking of leaving since 2 months into here. It's been 2 years. Okay, I understand. Matching hats, I know. I'm so excited. I'm gonna wonder where it is actually. It's meant to be arriving today. Let's see when it's arriving. It will when it's home time. I'm sorry, Fuzz. Go on, you can go up, baby. Chewy. You want to go up? Go up. Up. That's it. Show everyone how handsome you are. Yeah. There you go. Orders. It just says arriving today. I hope it arrives in time for us to go to the pub. Deem. Hi, Deem. How are you? Need to order my friend a pub hat. I had a random order for a pub hat from someone I don't know. What a cool dude. He is such a cool dude, isn't he? Oh, look at the squishy face. That's so cool. I want this day to be over. I feel so, really. Do you? I have had a day where just like everything has gone fucking wrong. I've had such a bad tech day. Like I sat down here to go live at 9:25 and I didn't go live until like 10 a.m. because everything was broken. Like it wasn't just one thing. It was like my one camera had disconnected and then my second camera had disconnected and like wouldn't reconnect until I restarted my whole PC. And then Twitch had disconnected from OBS and then I got it connected and then OBS crashed and then my light was broken. So like I was here doing tech stuff like half an hour. It was just one of those. I'm having like a big feelings week. This is the cap. This isn't doxing. This is the cap that I've ordered, Chewy. I'm already having a bit of a bad brain week this week as well. So that was just really like the icing on the cake. And now I've got a call that I'm really anxious about, which is good because at least the call will be done and then I'll be able to enjoy my day a bit more once I've got that done. I've been spiraling about this all morning, so and breathe. I meant to be going to the pub later and I just could not be less. Very unlike me, but I'm really not in the mood to go to the pub. Sammy! Why can I hear that? Oh, wait, I'm on a drink. Sammy! Anna Banana's going to follow. Wait, is that Anna Banana? Is that an alt for Anna Banana? Anonymous! Who is